Bonjour tout le monde. Il est très désagréable de faire confiance à quelqu'un et de se rendre compte qu'on s'est fait rouler. Nous ne voulons pas faire confiance à des menteurs. Et donc, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. La plus simple, enfin la plus simple, peu compliquée, c'est de ne pas avoir d'avis. De suspendre son jugement et de se dire, tant que je n'ai pas tous les éléments suffisants pour assurer que mon avis est solide, est étayé, je ne crois rien. Et l'autre, c'est de se référer à des indices, à des éléments contextuels qui vont m'informer de la valeur prédictive du contenu d'un propos. Ces indices, ça rentre dans les attitudes. Les attitudes des personnes nous renseignent sur la fiabilité des propos qu'ils tiennent. Soyons clairs, il y a bien deux choses différentes. Il y a l'attitude, le comportement des gens, et le contenu de ce qui est dit. L'un ne découle pas nécessairement de l'autre. On peut très bien avoir quelqu'un qui a l'air d'un menteur et qui dit la vérité. Quelqu'un qui a l'air d'être un génie et qui est un gros nul. Ça peut arriver. Mais les catégories menteur, escroc, génie, expert, etc. ont du sens et en général, à ces catégories sont associés des types de comportements. Et notamment, en science, il y a un certain nombre de comportements que les scientifiques s'interdisent d'avoir parce que s'ils les manifestaient, alors on ne pourrait plus savoir si leur parole a de la valeur ou non. Donc j'ai appelé ça les vices et les vertus cardinales de la science, les vices et les vertus cardinales. Comme c'est cardinal, il y en a 4, donc j'ai fait un top 4. Premier vice cardinal du scientifique, l'imprudence épistémique. C'est-à-dire des gens qui vont affirmer des choses comme ça, qui sortent un petit peu de nulle part, qui ne sont pas sourcées, des choses qu'ils croient être vraies, mais dont ils ne peuvent pas prouver qu'elle est vraie. Et l'imprudence se manifeste dans l'absence de modulation de l'affirmation qui consisterait à dire attention là, c'est mon avis, là-dessus il y a des pistes mais ça n'est pas certain, mais d'affirmer que si, moi je suis expert et donc je sais. Voilà. Cette imprudence épistémique, elle se traduit par des comportements où les gens ont beaucoup d'aplomb, et malheureusement, cet aplomb, on sait bien que ça rend les gens plus crédibles, alors même que leur contenu ne l'est pas. La vertu opposée à ce vice, c'est évidemment la prudence épistémique, et la prudence épistémique est présente à chaque fois que on est dans l'art du doute, que l'on est capable de proportionner ses déclarations aux éléments factuels ou aux faisceaux de preuves dont on dispose réellement pour le dire. Deuxième vice cardinal, personnaliser le débat à outrance. Il y a des gens comme ça qui considèrent que la science est une affaire personnelle, qui confondent en définitive leur personne et leurs propos. Et donc, conséquence, à chaque fois que vous allez contredire leurs propos, ils vont penser que vous attaquez leur personne. Ça se traduit par des débats qui n'en sont plus, par des dialogues qui ne sont plus constructifs, mais qui sont un échange d'attaques ad hominem, d'insultes, etc. On traite les autres de fous, d'enfants, de nuls, etc. Et ce n'est pas normalement le but d'un échange scientifique. On doit s'intéresser à la validité des arguments en présence et ne jamais prendre pour une insulte ce qui est une simple contradiction. Ça arrive trop souvent. C'est un défaut qu'on ne voit pas lorsqu'on en est victime. Donc, il faut être vigilant pour les autres. Troisième vice cardinal du scientifique, le double standard. Il y a des gens qui tiennent beaucoup trop à leurs hypothèses. En littérature, on appelle ça des darlings. C'est les phrases que vous avez écrites qui vous plaisent bien. Et tout le monde vous dit que elles sont pas terribles, mais vous les aimez parce que c'est les vôtres et qu'elles vous ressemblent. En science, on ne devrait pas avoir ce rapport affectueux, affectif, émotionnel avec les hypothèses, mais les scientifiques sont des humains. Et donc, il peut leur arriver, de manière plus ou moins flagrante, plus ou moins grave, d'être trop attachés à leur hypothèse. Et le double standard se manifeste lorsque on exige beaucoup de preuves pour croire quelque chose ici. On est très exigeant, et à la limite, c'est très bien. Par contre, pour défendre l'hypothèse qui est à nous, qui est ici, là, on se contente de beaucoup moins de preuves.
Donc il y a des gens qui vont vous sortir une étude qui montre qu'ils ont raison et oublier les 90 études qui montreraient qu'ils ont tort. Donc en plus on a du cherry picking. Mais vraiment le double standard, c'est quelque chose qui se pratique de manière sincère. Ce sont des gens qui considèrent que leur hypothèse elle est tellement crédible à leurs yeux qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter beaucoup de preuves. C'est une approche bayésienne fondée sur des présupposés qui sont discutables. Donc discutons le présupposé, mettons de côté les affects et interrogeons-nous sur est-ce que vraiment les hypothèses que nous les défendons pour les bonnes raisons. Et bien parfois c'est pas le cas. Quatrième vice cardinal du scientifique. Le quatrième vice cardinal de ma liste, c'est le populisme scientifique, ou la démagogie scientifique. Et vous allez voir que c'est le pôle Nord parce que, en fait, on y retrouve les trois autres. C'est une posture, une attitude qui consiste à court-circuiter le processus normal de la production du savoir, avec la validation, avec le peer review, avec le temps long nécessaire pour que d'autres équipes s'intéressent à ce qu'on fait et à y contredire. On court-circuite ça et on va devant le peuple. Alors on va utiliser la presse en allant parler devant des journalistes non experts en général qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et on va délivrer une parole providentielle, prophétique. Et la réception en face est souvent bonne parce qu'on se dit, voilà quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des protocoles habituels, qui n'est pas dans le prêchi-prêcha, dans cette sorte de rigueur, dans ce carcan méthodologique. Voilà quelqu'un qui vient et qui nous parle en nous disant ce qu'il pense. Il est sincère, il est honnête, il est direct, et ça plaît à beaucoup de gens. Et c'est normal que ça plaise à beaucoup de gens parce que ça donne l'illusion qu'on est compétent, qu'on est même plus compétent que les autres qui se contentent d'avoir le doigt sur la couture et de ne pas faire un pas en dehors des clous. Il n'empêche que si les clous existent en science, il y a de bonnes raisons à cela. C'est parce que l'histoire des sciences, depuis très longtemps, est une longue histoire répétée, où la méthode corrige les erreurs de l'intuition, où le bon sens passe son temps à se faire bolosser par la méthode qui dit non mais là en fait on a l'impression que, mais non, quand on regarde les chiffres, quand on pose un protocole clair et net, on se rend compte que notre impression sur le réel, elle était faussée par plein de choses, ça s'appelle notamment les biais cognitifs, et on vous en parle sur la chaîne. Et donc ce sentiment d'avoir une connexion particulière, privilégiée avec le réel, les gens qui vous disent ne faites pas confiance aux autres, à ceux qui publient, mais écoutez-moi parce que moi, j'ai accès à la réalité, sont des gens qui, potentiellement, sont sincères, potentiellement pensent vraiment ce qu'ils disent, mais qui adoptent une attitude qui n'est pas différente de celle des gourous. Or, les vertus que je veux mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo, qui sont la prudence épistémique, qui sont une exigence équivalente, quelle que soit la provenance des hypothèses, qui sont un détachement entre la personne et le propos, et qui est le respect des procédures minimales de production des savoirs, servent justement à faire la distinction entre ceux qui respectent les règles du jeu, les règles sont perfectibles, et ceux qui ne les respectent pas du tout parce que ça ne les arrange pas. Et donc, lorsqu'on n'est pas expert soi-même et qu'on a en face de soi quelqu'un qui parle, se poser les questions de est-ce que le comportement de cette personne manifeste les vertus attendues de quelqu'un qui parle pour la science, ou au contraire, est-ce qu'on trouve tous les vices des gens qui, en général, ont ces comportements-là pour mimer la science, pour faire un hold-up sur la science, en portant une blouse devant la caméra, pour faire croire qu'eux, ils savent. Ça permet d'éviter un certain nombre de bévues, de commencer par croire quelque chose qui ne méritait pas qu'on y croie, et parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, de s'entêter à continuer de croire ce qu'on avait commencé à croire, parce que ce serait trop coûteux, trop vexant de se dire qu'on s'est trompé. Cette petite liste que je vous propose n'a pas réponse à tout, c'est pas une panacée. Ceux qui vous disent qu'ils ont une panacée, émargent au problème plus qu'à la solution. Mais je me dis que peut-être c'est utile de se rappeler que s'il y a des comportements attendus de la part des scientifiques, c'est parce que ces comportements-là sont la signature derrière d'une méthode qui, elle, garantit que ce qu'on va vous dire a une valeur qui n'est pas juste la valeur de l'opinion de celui qui parle. Dès que quelqu'un viole ces règles-là, dès qu'il n'applique pas ces vertus, mais qu'il est dans les vices qui y correspondent, alors
au minimum, il perd le droit d'être cru à la hauteur de ce qu'il devrait pouvoir réclamer en faisant valoir son poste dans telle université ou dans tel institut. Si on accorde du crédit à un expert, à une parole scientifique, c'est parce que cette parole a été produite par un processus. Et ce processus-là, vous comme moi, on n'y a pas accès en temps réel, c'est trop compliqué, mais les preuves du respect du processus se trouvent dans les signaux comportementaux des gens qui parlent. C'est ce qu'on appelle l'éthos, le comportement du scientifique. Et donc, il faut être extrêmement prudent quand les personnes qui vous disent qu'ils parlent avec la force de la science ne manifestent pas dans leur comportement qu'en réalité, ils ont bien respecté les règles qui font que leurs paroles méritent d'être entendues à ce niveau-là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile, que vous l'aurez appréciée, que vous voudrez la partager, que vous aurez envie de vous abonner à la chaîne et de commenter, et notamment d'avoir dans votre manière d'aborder la section commentaires une attitude qui fasse transparaître votre désir de ne pas manipuler les gens ou de les rabaisser, mais au contraire, de montrer pourquoi vous êtes confiant dans le contenu des choses que vous voulez dire. Hein? Parce qu'après tout, il n'y a pas que les scientifiques qui sont concernés par la question du comment manifester que ce que je dis a de la valeur. À bientôt.